Alors, je vais introduire tout de suite l'un de mes personnages principaux, François, le maire sortant. Je n'en dirai pas plus, je ne donnerai pas son nom de famille. On est filmé. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Donc François, le maire sortant, qui a été élu pour la petite histoire sur la question de la démocratie participative. Vous allez voir qu'à la fin, c'est drôle. Mais il a été élu là-dessus. Et avec François, il était au MoDem. Et à l'époque, au MoDem, c'était très à la mode, démocratie participative, il y a 8 ans. Je vais parler du MoDem, du Front de gauche, du PS, du FN, ne vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas de préférence. Donc il se fait élire il y a 8 ans sur les questions de démocratie participative. On n'a rien vu passer hein, au niveau de la participation pendant les 5 premières années. Et au bout de 5 ans, il a eu quelques idées pas très intéressantes, mais là, il en a eu une qui était quand même particulièrement débile. Un vrai projet con. On est un village de 1200 habitants avec beaucoup de commerces de proximité. C'est assez étonnant. Hein. On peut vivre en autarcie complète, hein, ça y est. Hein. Il y a tout ce qui... D'ailleurs, on vit en autarcie complète. Il y a très peu d'échanges avec le reste du monde. On a des petits commerces de proximité de partout. Et sa bonne idée, ça a été j'imagine que ça commence à vous venir à l'esprit, ça a été d'implanter un hypermarché à 100 mètres, à 900 mètres, 800 mètres, 900 mètres du village. Ça aurait pu, mais ils sont plusieurs à avoir des idées comme ça. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, ils veulent mettre leur nom à un supermarché, je ne sais pas, il doit y avoir un truc, j'en sais rien. Bon. Et tout ça le long d'une départementale, donc des voitures qui roulent entre 70 et 90, pas de passage piéton bien sûr. Voilà, donc un projet qui allait a priori tuer un peu tous les commerces qui nous restaient assaillants. Vous savez, ce genre de commerce de proximité qui vivent quand même pas d'une manière très très confortable, donc il ne faut pas non plus trop tirer sur la ficelle. Donc voilà, donc il a eu cette fabuleuse idée, et un collectif s'est mis en route. Vous pouvez encore trouver les traces. Ce collectif s'appelle Pays de Saillants Vivants. Je crois qu'ils ont encore un blog dans lesquels vous avez un petit peu toutes les traces de leur lutte. Une lutte qui a duré 1 an. Ils ont fait des trucs assez classiques comme faire une pétition. Alors l'intérêt de la pétition, c'est que ça donne du quantitatif. Et là, en l'occurrence, 800 personnes ont signé la pétition. 800 adultes. On est 1200. Hein. Voilà. Ça commence à faire une forme de majorité, on va dire. Hein. Ça commence à faire du poids. Et donc notre maire, qui a été élu sur le principe de démocratie participative, en recevant ces 800 signatures, répondait qu'il était le maire et vice-président de la communauté de communes, et que donc, puisqu'il avait été élu, il était en mesure de prendre des décisions. Voilà. Donc il n'a jamais voulu entendre parler de cette pétition. Alors, pour être plus juste, le projet était porté par la communauté de communes, mais à l'époque, on était dans une toute petite communauté de communes. On devait être, je vous dis, nous on est 1200, on devait être 2000 à peu près dans cette communauté de communes. Là maintenant, on s'est fait manger par Hervé hein, depuis. Hein, on a été aspiré par la grande ville. 6000 habitants, quand même. Cray. Mais donc, à l'époque, on était dans cette toute petite communauté de communes. Donc, ce collectif est venu dans des séances de conseil communautaire, est allé à alerter tant qu'il a pu les différents élus avec cet argument, déjà de dire que majoritairement, les habitants ne souhaitaient pas un intermarché, mais bon, voilà, ça n'a pas du tout marché. Mais ils ont quand même gagné. Alors, ils ont gagné parce qu'ils sont allés voir les enseignes. Donc, ils sont allés voir Intermarché, Casino et troisième, ça devait être Auchan, pas sûr. Ils sont allés voir les 3 enseignes avec les mêmes arguments, les 800 signatures, et bizarrement, ça a mieux marché avec l'argument économique. Donc, du coup, les 3 enseignes se sont retirées. Et à la place, nous avons un brasseur de bière. Vous allez voir que le brasseur de bière a joué un rôle dans toute l'aventure. Voilà. Entre autres manifestations un peu rigolotes, on est allé déambuler jusqu'à l'Intermarché avec justement des déambulateurs, des caddies et des landaux. Donc il a fallu qu'on arrête la circulation, vous voyez, pour pouvoir aller à l'endroit où devait se situer
l'Intermarché, qui était de l'autre côté de la départementale, bien sûr. Hein. Il fallait donc traverser la départementale. Voilà. Donc voilà, victoire. Ce qui n'est pas rien. Hein. Alors, ce n'est pas l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais quand même. La supérette du coin qui a été contrée, c'est quand même pas rien. Donc ce collectif s'est revu. Pour célébrer ça. C'est revu une fois, c'est revu 2 fois pour célébrer ça. C'est revu une 3e fois pour célébrer ça. Je ne sais pas si ça vous le fait dans votre vie, mais il y a des moments, après une grande victoire, on a une phase de dépression. Voilà, c'est un petit peu ce qui est arrivé au collectif, quoi. C'est qu'après la victoire, les gens se regardaient, on était contents, c'était incroyable d'avoir réussi à faire plier ce projet-là. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Et ça devait être la 3e rencontre, on était de moins en moins nombreux, et on devait se retrouver là à 10 mois des élections à peu près, des élections municipales. Et ce qui se préparait, c'était qu'on avait notre maire sortant, François, qui allait se représenter, ça c'était sûr, et on n'avait pas entendu parler d'autres choses qui se présenteraient en face, d'une autre liste. Donc on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Faut au moins qu'on ait le choix, quoi. Faut qu'on provoque un réveil assaillant, faut qu'il se passe quelque chose. On peut pas ce mec-là peut pas se présenter tout seul. Après, les saillançons voteront ce qu'ils voteront, mais c'est pas possible qu'on n'ait pas un choix. Donc on s'est dit ça. Après, on s'est dit, allez, on va faire de la démocratie participative. Je ne sais pas pour vous, mais démocratie participative, ça fait déjà plusieurs fois que mais je fais un véritable effort pour accoler ces 2 mots. Ça ne veut strictement rien dire, démocratie participative. Vous en rendez bien compte. Il n'y a pas besoin de qualifier démocratie. Alors on peut le qualifier en représentative, ça veut dire qu'on le réduit, en délibérative. Maintenant on parle de démocratie liquide, mais... Et il y a un truc, hein, vous savez, quand on met comme ça, on a besoin de mettre des qualificatifs derrière un mot qui est déjà plein de sens, c'est qu'a priori, il y a un loup hein, quand même. Hein, faut se méfier, là, il se passe quelque chose. Hein, on nous cache un truc hein, quand même. Hein. Donc voilà, je pense qu'on nous cache vraiment un truc. Donc démocratie participative, c'est juste un non-sens. Ou c'est pour la rendre pas plus participative, c'est pour la rendre moins participative qu'on parle de démocratie participative. Vous savez, souvent, c'est... Voilà. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, vous voyez, il n'y a pas besoin de le... Ah, c'est dit, hein. Donc les gens ont dit ça, et on était quelques-uns à avoir raconté un peu ce truc-là en disant c'est bon, Ségolène nous l'a fait, François nous l'a fait, on va arrêter avec le coup de la démocratie participative. Et ce qu'on peut faire par contre, c'est qu'on ne va pas en parler, on va le mettre en place. Donc ça c'était la proposition un peu débile que j'ai faite avec un autre camarade. Et du coup, pour le traduire d'une manière concrète, la proposition, c'était d'organiser une réunion publique et de se mettre devant les gens en disant qu'on n'avait ni programme ni candidat. C'est con hein, comme idée. Hein, alors, c'est ce qu'a pensé, là, on était une petite quinzaine, là, hein, parce que vous avez 3e ou 4e fois qu'on buvait de la clairette et qu'on fêtait ça, donc on était de moins en moins nombreux. Sur les 15, il y en a 7-8 qui sont partis de la salle en nous traitant de débiles, hein, en disant qu'on allait encore passer pour des débiles et que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et on est quand même resté à 6-7 dans cette salle, autour de cette idée-là. Donc, se pointer devant des habitants en disant qu'on n'a ni programme ni candidat. Et bon, on s'est mis en route sur cette idée débile. Voilà. Donc on a organisé une première réunion publique. On a réussi à rameuter 3-4 personnes en plus. On était une petite dizaine pour préparer ça. Et on a donc lancé l'idée de cette réunion publique. On a eu 120 personnes. Donc 10% de la population. C'est pas parce qu'on est très bon en communication, c'est parce que les gens se sont dit dans un village, vous imaginez, qui ose se présenter face à François. Voilà. Donc, alors on pourra se poser demain des questions sur comment est-ce qu'on mobilise les gens sur une réunion publique. Quand vous êtes à 6 mois des municipales, ou à 8 mois, on est à 6 mois des municipales, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Hein, vous pointez devant le maire sortant et vous organisez une réunion publique, les gens viennent hein, pour voir quelle tête vous avez. Je ne vous ai pas décrit François. François, c'est donc le maire du village, conseiller général, vice-président de la communauté de communes. Il se présentait derrière au sénatorial. Voilà, c'est ce genre de personnage. Hein. Pas pire qu'un autre,
mais quelqu'un voilà, qui cumule un certain nombre de mandats et qui en fait un peu ses revenus premiers. Enfin, je vais vous raconter après au fur et à mesure, vous allez voir qu'il a tout perdu, François. Enfin, il est passé de 6 000 € d'indemnité à zéro. C'est pas de l'acharnement de notre part, hein, c'est vraiment un coup du sort. Enfin, voilà. Vous allez voir, ça a été une espèce d'hécatombe après derrière, une espèce de fuite folle. Oui, parce que je tiens pas le suspense, on a gagné François a perdu, hein. Voilà, pour ça que vous m'avez invité, je pense d'ailleurs. Si on avait perdu, on n'aurait pas été invité. C'est bon comme ça que ça se passe d'ailleurs, hein. Voilà. Donc c'est parce qu'on a gagné que je suis invité. Voilà. C'est vrai, hein. Donc on organise cette première réunion publique, 120 personnes arrivent. Et on se met dans une salle des fêtes, beaucoup moins jolie que celle-ci, plus grande par contre. Donc les gens s'attendaient à avoir une estrade avec les gens, avec des chaises rangées les unes derrière les autres, et en fait pas du tout. On a installé l'espace avec 8 tables en fait. Les 7 premières tables correspondaient aux 7 grandes thématiques que vous trouvez dans des communes, vous savez, les 7 compétences classiques, sociales, éducation, urbanisme, santé, vous voyez. Et une 8e table qui s'appelait pas démocratie participative, parce que je vous dis, on l'avait appelée, je crois, développement du pouvoir d'agir, ou pouvoir d'agir des habitants, un truc comme ça. Donc 7 tables thématiques et une 8e table qui était plutôt sur la thématique de la démocratie. Donc les gens sont arrivés et on leur a proposé d'aller rejoindre la thématique qui les intéressait. Donc ils sont allés s'asseoir sur les différentes thématiques et les attendait sur chacune de ces tables un animateur. 2 animateurs en fait. Voilà. Les gens se sont assis et on a attaqué. D'ailleurs, cette réunion qui a été le démarrage qui est le point de départ d'une transformation, d'une transition démocratique au niveau mondial. Bah oui, bien évidemment. Je pense que vous ne m'auriez pas invité si ce n'était pas le cas non plus. On va le vivre demain, dans les ateliers. C'est comme ça que je vends les ateliers de demain, en fait. Demain, vous allez avoir entre les mains la réunion publique qui aura changé la face du monde sur la question de la démocratie. Voilà. Non, ça donne envie ou pas? Ouais. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place, par contre. On fera le point tout à l'heure. Et vous allez voir, ça demande quand même beaucoup de technologie. Il faut quand même des post-it de 2 couleurs différentes. Et ouais, mais attends, il faut quand même faire des efforts quand même, hein. C'est quand même pas rien. C'est un nouveau monde qu'on est en train de préparer, donc il faut un peu de matos. Donc des post-it de 2 couleurs différentes, des gommettes, qui peuvent être de la même couleur si vous le souhaitez, mais en général elles sont de plein de couleurs différentes, des feutres et des feuilles de paperboard. Voilà. Et avec ça, vous faites la révolution. Ça va ? Alors là, j'ai fait plein d'allers-retours, là je suis paumé. Si. Donc on en était aux 7 thématiques, hein, c'est ça, hein, 7 thématiques, la 8e, le pouvoir d'agir, des post-it sur la table, des gommettes, des feutres, 2 animateurs, et c'est parti. Alors pendant cette première réunion publique, on a demandé aux gens de faire un diagnostic de leur village. Les gens s'asseyent et donc on les fait bosser sur le diagnostic du village. Donc en gros, on a quand même l'idée folle de demander à des gens qui habitent un village, on leur demande leur avis sur comment va le village. Dingue, non? Non, ça vous surprend pas ça. Voilà. Et donc on fait un diagnostic et on s'appuie sur, je vais vous commencer à balancer 2-3 gros mots, on s'appuie sur l'expertise d'usage des gens. Alors, l'expertise d'usage. Je vais vous faire aussi encore une révélation. Vous êtes chacun, et nous sommes chacun experts de nos vies. Ouais, c'est une claque ça aussi. Hein, ouais. C'est-à-dire que personne ne peut savoir mieux que vous quelles sont vos difficultés et quelles sont les solutions que vous allez pouvoir trouver pour répondre à vos difficultés. Personne d'autre ne sait ça mieux que vous. Ouais. Ça va, vous n'êtes pas surpris avec... Enfin, on nous dit exactement l'inverse. Enfin, moi, j'ai été éduqué comme ça. Hein. Vous savez, même dans vos relations de couple, vous savez pas, il faut quelqu'un. Puis même dans votre relation individuelle avec vous-même, il vous faut quelqu'un aussi. Dans votre relation avec votre enfant,
C'est pas vous le principal éducateur de votre enfant, c'est d'autres. Vous ne savez pas. Vous êtes tellement collé, vous n'avez pas la prise de distance nécessaire, voilà, vous savez, voilà. Donc nous sommes dans un système où il faut effectivement avoir des experts absolument dans tous les domaines. Et on nous a retiré cette expertise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'experts, je dis qu'il faut que les experts prennent la parole lorsqu'on leur donne. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on fait à Saillant. On ne se passe pas d'experts, parce qu'on en a besoin, mais ils prennent la parole lorsqu'on leur donne la parole. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi je me suis enflammé, si, parce que je vous parlais d'expertise d'usage, c'est ça. Donc, on fait appel à leur expertise d'usage et on estime que les habitants sont spécialistes et concernés par la vie de la cité. Alors ça, c'est les deux arguments qu'on donne contre toute forme de démarche participative. On dit que les gens ne sont pas concernés, ne se sentent pas concernés, le désintérêt de la chose politique, et on dit que les gens n'ont pas l'expertise nécessaire pour pouvoir faire des analyses pertinentes. C'est les deux choses qu'on entend sur les démarches participatives. Et ben nous, on part du principe, on part du postulat contraire. Donc les gens sont des spécialistes de leur situation et de l'endroit où ils vivent, et ils sont concernés, et ils sont intéressés par la chose publique et la chose politique. On va même plus loin que ça. Alors attention, là, accrochez-vous. Le politique, c'est l'habitant, c'est pas l'élu. Donc l'habitant, c'est le politique, et l'élu, c'est le représentant du politique. Donc c'est quelqu'un qui représente le politique. Donc les gens ont fait un diagnostic pendant 3 quarts d'heure. Donc chacun sur la thématique qu'il avait choisie. Ils n'ont pas fait un diagnostic sur toutes les thématiques, c'est pas possible ça. Ils sont restés 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc c'est la séquence qu'on va vivre demain. Et donc ils ont établi pendant 1 heure un diagnostic. Et la deuxième partie de la séquence était de déterminer des orientations sur la base de ce diagnostic. Donc un diagnostic, c'est les points forts et les points faibles. Donc de cette analyse-là, on en tire les enjeux du village. Et des enjeux du village, donc du diagnostic, on en tire des orientations pour le futur programme. D'accord ? Voilà, donc la première séquence, la première réunion publique nous a permis de faire ça. La deuxième réunion publique, qui a eu lieu parce qu'on a eu du monde et que les gens n'ont pas aimé la première réunion publique, ils sont sortis émus de cette première réunion publique. Il y avait une véritable émotion. Les gens se sont sentis, pas seulement entendus, ils ont participé pleinement et complètement à des choses qui les concernaient. Donc ils sont sortis de là vraiment bouleversés par ce qui s'était passé. Donc ils sont plutôt revenus la deuxième fois. Donc la deuxième réunion publique, il s'est agi cette fois-ci de refaire un petit bout de diagnostic, de rebrasser un petit peu les cartes et de tirer des actions concrètes, des projets, pour répondre aux enjeux du territoire et donc aux orientations qu'on avait fixées. Vous me suivez là ? On tire le fil, tout simplement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans beaucoup de programmes électoraux, on ne va pas jusqu'à l'action. Les gens s'arrêtent aux orientations. On ne sait pas pourquoi, mais... Non, c'est bizarre, pas tous, mais souvent. Donc des intentions, et puis après, hop. C'est sans doute pour laisser de la place aux habitants et à la participation des habitants. J'imagine que c'est pour ça qu'ils le font. Alors nous, on est allé jusqu'au bout. Donc on est allé jusqu'à demander aux gens de quel projet pour répondre aux enjeux du village. Donc ça a été l'objet de la deuxième réunion. On était une centaine. Pareil, les 7 mêmes tables, plus la 8e sur le développement du pouvoir d'agir. Et la réunion devait durer 2h30, elle a duré 5 heures. Voilà. On s'est fait complètement déborder par le temps, parce qu'il est sorti 66 projets. Les habitants ont sorti 66 projets de cette séquence de travail. Nous avons aligné les 66 projets, donc ils sont venus présenter, ils étaient par binôme ou par trinôme, ils sont venus présenter leurs projets. Et on a affiché tout ça sur les murs de la salle polyvalente. Et on a fait un exercice de fou, là aussi, grosse technologie en termes de méthodologie d'animation. On a donné aux gens une ramette de 10 gommettes. Et on leur a donné la consigne suivante. Vous allez coller une gommette sur le projet qui vous semble prioritaire pour Saillant. Donc les gens sont allés coller des gommettes. Donc 100 x 10, ça fait 1000 gommettes déjà. Alors vu que la révolution arrive, si vous voulez vous lancer dans la fabrication de post-it et de gommettes, il faut y aller. Parce que là, ça va... Moi, je vais les appeler, je vais essayer de faire financer mes tournées par post-it aussi, parce que... des gommettes aussi, je crois qu'ils font des gommettes aussi.
Donc 1000 gommettes dispatchées un peu partout dans la salle et les gens sont venus coller les trucs. Et en termes de technique d'animation, ça n'a pas été simple non plus. On a compté le nombre de gommettes sur les feuilles de paperboard et on a donc tiré 33 projets prioritaires pour le village. Les 33 paperboards sur lesquels il y avait le plus de gommettes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez faire des parallèles avec la manière dont vous vivez vos réunions habituelles. Vous savez, le moment où il faut prendre la décision. C'est ces débats sempiternels où c'est le grand mâle blanc dominant qui prend la main, tu vois. Et ben nous, on ne fait pas du tout ça. Nous, on colle des gommettes, vous voyez. On colle des gommettes et puis on compte le nombre de gommettes et puis on dit, ben voilà, c'est celui qui en a 34 qui passe devant celui qui en a 33. En général, les gens râlent peu, parce qu'ils comprennent le mécanisme, c'est pas très compliqué. Et c'est comme ça qu'on en arrive à 33 projets prioritaires, qui ont constitué stricto sensu notre track de campagne. Il n'y a pas d'autres projets. Il n'y a pas un bureau exécutif de réflexion qui feront la synthèse et qui dit non, ça sera ça et ça les projets. Il ne s'est rien passé entre les deux réunions. Nous avons pris seulement la matière de ce qui est sorti des réunions publiques. Vous savez, il existe souvent des petits groupes de coordination, vous voyez, des bureaux, des gens un peu plus intelligents que les autres, avec un vrai esprit de synthèse et qui sont en capacité de faire une analyse fine du travail un peu brouillon et un peu grossier que fait la masse, la plèbe. Vous voyez, donc c'est des gens qui sont... voilà. Nous, on n'avait pas ces gens-là, on n'avait pas cette chance d'avoir des gens plus intelligents que les autres et avec des esprits de synthèse, donc on a fait avec la matière. Voilà, donc 33 projets prioritaires qui ont composé notre track de campagne. Donc vous voyez, on avait dit qu'on se pointait devant les gens en disant qu'on n'avait ni programme ni candidat, donc déjà on a un programme. Voilà. Alors vous me direz, et les candidats alors? Donc les candidats, comment sont arrivés les candidats? On était 10 à la première réunion publique pour l'avoir préparée. Dans les 10 de mémoire, il y avait 2 ou 3 candidats, futurs candidats, dans ce groupe de 10. On est passé de 3 à 22 à la deuxième réunion publique. On a tout simplement fait passer une feuille d'émargement aux gens, et il y avait 3 possibilités, 3 cases. La première case, ce que vous faites... c'est complètement débile, ça ne m'intéresse pas. Deuxième case, c'est intéressant, tenez-moi au courant. Troisième case, ça m'intéresse tellement que je souhaite rentrer sur la liste. Donc on est passé de 3 à 22. Nous sommes allés chercher personne. Les gens sont rentrés sur la liste parce que ce qu'ils voyaient les intéressait. Donc on est passé de 3 à 22. Donc on a nos candidats, on a notre programme. Bah, en gros, le pari un peu fou qu'on s'était fixé au départ, on y est arrivé en 2 réunions. Bon, il y en a une qui était un peu longue, je vous l'accorde, mais on y est arrivé en 2 réunions. Donc on en a fait une 3e, et pendant la 3e, on a présenté le programme qui avait été décidé par les habitants et les candidats. Alors les 15 candidats, parce que c'était des listes de 15. Je vais vous raconter comment on est passé de 22 à 15. Même pas. Même pas. On est passé de 22 à 15. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, si je vous dis sociocratie, holacratie, moi je pense qu'il y a au moins quelqu'un au fond qui connaît, mais ça vous dit quelque chose? Alors c'est des méthodes d'animation très pertinentes. Et l'un des piliers de la sociocratie, c'est ce qu'on appelle l'élection sans candidat. Donc on a animé, alors on ne l'a pas vraiment fait parce qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était, personne ne le maîtrisait vraiment, mais on a fait un truc qui ressemblait à ça. Alors l'élection sans candidat, je vais le faire d'une manière un peu grossière, Lise, n'hésite pas à me compléter. La première question qu'on se pose, donc les 22 candidats étaient là, voilà, moi j'étais animateur de ce processus-là. Donc les 22 personnes étaient là, et la première chose qu'on a faite, c'est de déterminer quelles étaient les qualités attendues d'une tête de liste. Voilà, donc on s'est posé la question de ce qu'on attendait, voilà, des qualités attendues d'une tête de liste. Donc les gens ont dit, voilà ce que j'attends, etc. Et ensuite, on fait un premier tour, et on demande à chacun des participants, sur un tour de cercle, on leur demande qui ils verraient à cette place-là. Est-ce que vous voyez la nuance qu'il y a entre qui veut la place et qui vous verriez à cette place?
Est-ce que vous saisissez la petite... il n'y a pas beaucoup de mots en plus ou en moins, hein, pourtant, vous voyez, mais ça change vraiment du coup la posture, vraiment. Vous avez le droit de dire vous. Donc on a fait un premier tour, donc les gens ont dit moi je verrais bien un tel ou je me verrais bien moi parce que, en argumentant. Une fois que les gens ont entendu les arguments des uns et des autres, on fait un deuxième tour, parce qu'on a le droit de changer d'avis en écoutant des arguments pertinents des autres. Et on fait un deuxième tour, et je crois qu'on est arrivé assez facilement à une forme d'unanimité autour du personnage de Vincent. Je n'ai pas dit trop de bêtises, Lise, ça va sur le... C'était ça? Super, merci. Donc on est arrivé assez rapidement sur le personnage de Vincent. Il faut juste savoir que Vincent est veilleur de nuit et il n'était pas là. Je vous ai menti, on n'était pas 22, on était 21 autour de la table. Donc on a envoyé un petit texto à Vincent pour lui dire que c'était lui. Voilà. Voilà. Notre futur maire n'était pas présent pendant la séquence où on a choisi notre futur maire. Il était d'accord, il nous avait dit qu'il était OK. Hein. Il savait qu'on allait faire ce truc-là. Mais c'est Vincent qui a été choisi. Alors Vincent a été choisi pour quelle qualité? Donc je le répète, donc les habitants sont le politique, les élus sont les représentants du politique. Ce qu'on attend d'un représentant, c'est quelqu'un qui a un appareil auditif au moins normal, voire un peu développé. C'est pas quelqu'un qui a un cerveau très développé forcément. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui pense forcément mieux que nous, ou qui pense à la place de nous, ou voilà. C'est quelqu'un qui est en capacité d'entendre et de représenter. Ouais, ça bouleverse beaucoup là. Alors il se trouve que Vincent, dans son cursus, c'est peut-être pas un hasard, il était animateur socioculturel dans une vie antérieure, avant d'être veilleur de nuit. Et voilà, donc c'est Vincent qui a été choisi. Tac, on avance, donc on présente les 15, on présente le programme. On est 250 sur des marches d'escalier. Je ne sais pas si vous avez vu cette image avec une photo en noir et blanc. Une très très belle photo où tout le monde saute comme ça en l'air. Voilà. C'est vraiment l'image de ce qu'on a vécu pendant ces 6 mois. On a vécu une expérience complètement exaltante, enthousiasmante, fatigante. Enfin, que des trucs en hante, finalement. Vous dire que si vous vous lancez dans l'aventure, il ne faut jamais que ça soit un sacrifice. Si vous vous engagez dans une démarche sacrificielle, et ça, je crois que c'est valable dans toutes les aventures qu'on vit, ne le faites pas. Vous allez finir par en vouloir à la terre entière. Voilà, parce que les gens ne seront pas suffisamment autour de vous, pas assez actifs, pas assez pertinents, pas assez. Il faut que ça soit un chemin de joie. Donc nous, ça a été un chemin de joie, très largement aidé par de l'alcool. Il faut se le dire, sans l'alcool, je ne sais pas si on en serait arrivé, là. Donc l'intérêt du brasseur de bière, hein, qui a été un acteur, vous savez, qui a pris la place. Parce que pour ceux qui sont arrivés à la bourre, on devait avoir un Intermarché, et finalement on a eu un brasseur de bière à la place de l'Intermarché. Voilà, donc on a fait bien la fête, sa troisième réunion publique, avec ces 250 personnes qui sont venues nous voir. La campagne s'est faite à 90. Il y avait des gens qui gardaient les mômes, il y avait des gens qui faisaient à manger, il y avait des gens qui organisaient des apéros chez eux et qui faisaient venir des candidats pour expliquer la démarche. Il y avait tout ça, quoi. On était plein de gens. En face, François, on l'a croisé un soir, il était en train de coller ses affiches tout seul. Vous voyez, ça faisait pas très envie. On a eu de la peine pour lui d'ailleurs, un peu. Pas trop, parce que franchement, ça a quand même été compliqué 6 ans avec lui. Pâques, donc la campagne arrive, et une première petite histoire, je ne pourrais pas vous dire qui c'est parce que je suis filmé, on nous a raconté un truc, donc quelqu'un de sûr. François a fait venir un journaliste d'un canard local. Est-ce que vous avez, vous aussi, des canards pas très intéressants au niveau local? Ouais. Nous aussi. Donc il a fait venir un canard local et c'était le titre de l'article était pour la première fois à Saillant, un maire a eu un 2e mandat consécutif. C'était jamais arrivé à Saillant. Ça n'est toujours pas arrivé parce qu'il a perdu. Mais il était tellement sûr de lui que le samedi, donc la veille des élections, la veille du dimanche, il a fait venir un journaliste et il a fait écrire un article là-dessus, sur sa victoire. C'est rigolo, hein, quand même. C'est énorme.
L'article n'est jamais paru. Hein, Le dimanche arrive et nous gagnons à 57%, 56,9%, et avec 80% de participation. 80% de participation. Sur les élections locales à Saillant, on est toujours entre 70 et 75. Hein. 80%, c'est un peu mieux que d'habitude, mais c'est pas non plus... voilà, et on gagne quand même à quasiment 57%, ça c'est quand même pas rien. Je vous dis, on avait en face de nous un mec qui avait commencé à faire sa place, un conseiller général, tout ça, qui nous faisait d'ailleurs des menaces là-dessus, hein, aux habitants aussi. Je suis conseiller général, donc j'aurais plus de facilité à ramener des subventions dans la commune que cette bande de pignoufs que personne ne connaît, quoi. Voilà. Il se trouve que dans notre groupe, personne n'avait jamais eu de mandat électif avant. Hein. On était des novices complets et totales là-dedans. D'ailleurs, c'est ce qui a beaucoup touché les gens pendant nos réunions publiques, c'est que nos futurs élus bégayaient sans arrêt, donc ils ne savaient pas trop quoi faire de leurs mains, vous voyez, et c'était même ridicule par moments. Il y a eu des moments d'explosion de rire aussi, enfin, et ça a touché les gens. Ça a vraiment touché les gens d'avoir en face d'eux des gens normaux, en fait, hein, qui ne sont pas forcément à l'aise avec la prise de parole. Et, voilà. Maintenant, ils sont un peu plus costauds, ils ont pris des habitudes. Voilà, donc on gagne. Donc je ne vous raconte pas la bringue qui a suivi la victoire. Discours politique fantastique de l'équipe. Ils avaient dû le préparer un peu. Hein, parce qu'on commençait à sentir le truc. Hein, lorsqu'on est parti, enfin oui, ça que vous ayez ça en tête. Lorsqu'on est parti dans la préparation de la première réunion publique, ça ne nous a même pas effleuré l'esprit qu'on pouvait gagner les municipalités à Saillant. Hein. Le truc s'est construit vraiment pas après pas pendant les 6 mois. C'est vrai qu'à 3 semaines des élections, on commençait déjà à sentir un peu le truc parce qu'on avait vachement d'enthousiasme autour de nous, quoi. Et on s'est dit, putain, les gens sont là, quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, qu'on a commencé à se préparer un peu sérieusement parce qu'on se disait qu'autant ça va nous tomber dessus, dis donc, cette histoire-là. Et ça nous est tombé dessus. Donc, grosse bringue. Et dès le lendemain, on remet en place nos commissions participatives. Donc, ce qu'on a vécu pendant 6 mois, l'idée, c'était de le vivre pendant 6 ans. Tout simplement. Donc, c'est ce que je vous ai dit au début, il ne s'agissait pas d'en parler, il s'agissait de le faire. Donc, on a présenté la méthodologie et on a fait vivre la méthodologie à des habitants pendant les 6 mois de campagne, en leur disant que c'est exactement ce qu'ils allaient vivre pendant les 6 ans de mandature. Donc, nos petites tables se sont transformées en commissions thématiques. Alors, donc on retrouve les 7 commissions thématiques, hein, sur les 7 compétences dont on parlait, que je vous ai présentées tout à l'heure. La 8e, développement du pouvoir d'agir, s'appelle aujourd'hui Conseil des sages. Je vous raconterai, fais partie du Conseil des sages, je suis un sage. C'est un nom complètement pourri, mais on ne l'a pas choisi de nous, c'est les élus qui l'ont choisi. Et je raconterai à quoi sert le Conseil des sages. Donc les 7 commissions thématiques, plus le Conseil des sages. Les commissions thématiques se voient 1 fois par an. Et l'objectif de ces commissions thématiques, c'est de faire un diagnostic sur la thématique et de déterminer de ce diagnostic 3 projets concrets. Ces projets s'appellent des groupes action-projets. Alors pourquoi 3 ? Pardon ? C'est 1 fois par an. Les commissions thématiques, c'est 1 fois par an. Vous êtes vachement déçus, vous dites peut-être qu'ils ne voient qu'1 fois par an ? Non mais j'arrive. Donc, chaque commission thématique détermine 3 projets, d'accord ? Et on a limité à 3 parce que 7 fois 3, ça fait 21 projets. 21 projets d'habitants à conduire tous les ans, c'est déjà pas rien. Voilà. Donc, on s'est donné cette limite-là. Donc, les commissions thématiques, chaque commission thématique se rencontre, fait un book diagnostic, sort 3 projets. Et ensuite, ces 3 projets sont travaillés par des groupes d'habitants et des élus dans ce qu'on appelle des groupes action-projets, des GAP. Oui, tout à l'heure. Voilà, tu arrives en retard, donc c'est ta première question. Donc, on se l'avait dit au début, c'est que les questions, c'est arrivé après. Là, pour l'instant, c'est un monologue. Voilà. Par contre, lui, il est arrivé à l'heure, donc je vais pouvoir répondre à sa question. Pardon.
Alors, les 3 projets sont choisis par des techniques qu'on verra demain. C'est des techniques d'intelligence collective qui permettent de passer de l'individuel au collectif. Voilà. Mais c'est des techniques d'animation qui permettent d'arriver assez facilement et assez rapidement sur les déterminations de... Pardon ? Ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Des gommettes ou sans. Ah oui, c'est ça. Si je vous dis que les 33 projets qui sont dans le programme, on s'en fout. Ça vous choque si je dis ça? Donc les 33 projets qui sont dans le programme de campagne, on s'en fout. Alors on s'en fout pas quand quelqu'un vient se faire élire sur un programme que lui a décidé, parce que du coup c'est ça que vous allez contrôler. Lorsque ce sont des habitants qui mènent les projets et qui décident des projets, on s'en fout. Si les habitants qui viennent après les élections se retrouvent autour de la table, si déjà c'est pas les mêmes, et si c'est les mêmes et qu'ils ont changé d'idée, et qu'ils ont envie de faire autre chose, c'est bien. On s'en fout du programme. Voilà. Donc nous, on s'en fout. Alors on s'en fout tellement qu'on n'a même pas... Alors il faudrait qu'on fasse exercice, parce qu'à chaque fois, on se pose la question, et je sais, il faudrait qu'on s'amuse à regarder si les 33 programmes ont été respectés. Je pense que grosso modo, on y est, il y en a quelques-uns qui ont été menés, mais on ne se pose même pas cette question-là. Tout se refait à chaque fois qu'on se revoit. L'une des règles de ces réunions, c'est que les personnes qui sont là sont les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Alors ça, mettez-vous ça dans la tête, s'il vous plaît, si vous y arrivez. Les personnes qui sont là sont les bonnes personnes. Même s'il manque le spécialiste du machin et Henri qui est tellement pertinent quand il raconte ses trucs, et Micheline qui est pourtant tellement... Voilà. Les personnes qui sont là sont les bonnes personnes et les décisions vont se prendre avec les personnes qui sont présentes. Donc, c'est pour ça qu'on refait un petit bout de diagnostic lorsqu'on fait nos commissions thématiques. Vous allez me dire, on a déjà fait le diagnostic avant. Bah ouais, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Donc on va refaire un diagnostic. Et il ne sera pas exactement le même que celui d'avant. Et on s'en fout. Voilà. Et même que le diagnostic soit vrai, alors la notion de vérité, par exemple, vous voyez le vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est... Ça aussi, on s'en fout. Voilà. Alors que le diagnostic soit pertinent ou pas, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus non plus. Ce qui nous intéresse, c'est que ce diagnostic soit pensé et porté par des habitants, par des gens qui vivent les situations au quotidien. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse pour l'exercice, mais ça nous intéresse aussi parce qu'on est convaincu que les diagnostics doivent être faits au minimum avec les gens concernés par les questions qui sont posées. Alors que la plupart du temps, les diagnostics se font, bien évidemment, sans les personnes qui sont concernées directement par la question dont on est en train de discuter. Et combien de personnes par commission? Alors vous avez droit qu'à une seule question pour l'instant. Dans les commissions, on a entre 10 et 50 personnes sur les commissions thématiques. Donc les gens viennent dans ces réunions, donc commission thématique et ensuite des GAP, où les GAP, on fouille et on met en œuvre un projet. Ce ne sont pas les habitants qui viennent dire aux élus « travaillez pour nous ces projets-là », ce sont bien les habitants et les élus qui travaillent les projets qui sont mis en œuvre. Les groupes action-projet, on a appelé ça comme ça n'a rien à voir avec le GAP, la ville, je ne sais pas pourquoi. Les groupes action-projet, voilà. Ouais, c'est pas loin, on n'est pas très loin de GAP. Il ne se passe rien de spécial pourtant là-bas, n'allez pas forcément voir. Au niveau de la démocratie, pas de connaissances. Donc on fait ça. Alors dans ces réunions, nous avons 4 personnages principaux dans ces réunions. Premier personnage, c'est un habitant concerné. Je ne vous la refais pas, l'expertise d'usage, etc. Si on travaille sur la rue Bidule, on va aller chercher les habitants de la rue Bidule. On ne va pas aller chercher les habitants des quartiers pavillonnaires du village ou de la ville. C'est bien l'expertise des gens qui ont l'usage du lieu qui nous intéresse, d'accord? Donc des habitants concernés qui sont présents. Le deuxième acteur, ce sont les élus, représentants. Encore une fois, ce n'est pas des gens qui pensent, c'est des gens qui écoutent. Bon, ils pensent aussi, je sais qu'on a des élus dans la salle, pardon, je suis un peu caricatural, je suis désolé, mais c'est vraiment pour marquer la différence. Bien sûr que nos élus pensent et qu'ils ont des idées aussi, mais lorsqu'ils sont dans ces instances-là, ils se mettent plutôt en posture d'écoute. Donc des habitants, des élus, un expert, si on en a besoin, et encore une fois, je vous dis qu'il prend la parole qu'on la lui donne. Vous voyez, ce n'est pas l'expert. Vous avez déjà fait des réunions de soi-disant de concertation?
Ça vous est déjà arrivé? Et en général, c'est introduit par l'expert, voyez, et qui va vous expliquer pendant 1h30 ce qu'il est possible de faire et surtout ce qu'il n'est pas possible de faire. Après, vous avez 10 minutes pour poser des questions. Mais il a déjà répondu à vos questions, en fait. Hein, donc, vos questions paraissent débiles puisque, du coup, il a déjà répondu à tout. Voilà. Chez nous, c'est le politique qui parle en premier. Donc, c'est l'habitant. Voilà. Donc, c'est pas l'élu. Hein, c'est l'habitant qui parle. Et ensuite, lorsqu'on a besoin d'un conseil, enfin, qu'on a besoin d'un avis technique et d'un avis d'expert sur la question, l'urbanisme, sur plein de questions, l'environnement, etc., on fait appel à cette personne-là qui va nous dire en quoi notre projet politique est possible et en quoi il n'est pas possible. Et on ne lui pose même pas la question comme ça, on lui dit tu te débrouilles avec ça et tu mets en œuvre et tu nous dis combien ça coûte et c'est à ce moment-là que nous on décidera si c'est possible ou pas possible. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc l'expert, et enfin le quatrième personnage de nos réunions, c'est un animateur. L'animateur qui fait en sorte que tous ces acteurs-là prennent leur place, soient bien à leur place. Et l'un des rôles de l'animateur, c'est de choper le mâle blanc dominant. Vous voyez le mâle blanc dominant? La personne comme ça, il y en a sans doute dans la salle. Faites attention parce qu'on parle de mâle blanc dominant, mais c'est plus forcément des mâles, ils sont plus forcément blancs, et la domination des fois se fait d'une manière un peu sournoise. Donc c'est pas forcément des grandes gueules, machin. Faut faire attention, faut être vigilant. Ça se débusque, donc on organise des stages pour débusquer le mâle blanc dominant. Si ça vous intéresse, je vous donnerai quelques recettes. Une recette par exemple, vous êtes à la séquence où il faut choisir la tête de liste et vous faites une blague et du coup vous dites, voilà, vous faites pas du tout les excuses, vous dites qui veut la place. Et là vous avez des gens qui lèvent la main. Vous n'êtes pas loin normalement, vous avez déjà un indicateur pour savoir où sont vos mâles blancs dominants. A priori ils sont dans les parages. Voilà. A priori. Voilà, donc on a ces 4 personnages-là, et le rôle de l'animateur, c'est du coup d'orchestrer tout ça, de tirer un fil. L'animateur est le maître de la méthode. Moi, j'ai une posture d'animateur un petit peu autoritaire, et c'est un petit peu ça que je transmets. J'ai une méthode d'animation un peu autoritaire parce que ce qui m'intéresse, c'est ces réunions publiques qui vont faire venir monsieur et madame Michu. Je ne sais pas comment vous les appelez dans le coin, monsieur et madame Michu. Vous devez avoir monsieur et madame tout le monde. Et l'idée vraiment de cette posture d'animateur, c'est de protéger ces gens-là. Alors je dis protéger ces gens-là parce que c'est des gens qui, pour certains, n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole en public et de s'exprimer et de donner un point de vue en public, surtout de donner un point de vue en public. Parce qu'il va s'agir de ça, hein. Pendant toute l'animation, il va s'agir du coup de demander aux gens de donner un point de vue personnel sur une question. Si vous avez dans le groupe la moitié des gens qui explosent de rire lorsque Madame Michu donne son point de vue, vous ne la reverrez plus jamais dans une réunion publique, c'est bien évident. Voilà. Donc le rôle de l'animateur pour moi est aussi d'assurer cette sécurité-là. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense, et tout le monde a le droit de l'exprimer. C'est une des règles d'or de nos animations. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense. Ce n'est pas des lieux de débat, c'est des lieux de construction collective. Je ne peux pas vous en dire plus, vous en saurez plus demain. Voilà. Donc l'animateur, on a nos 4 personnages, et tout ça, ça fonctionne. Juste un petit mot aussi pour vous dire que le process consiste à passer de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif. Si vous pensez que des gens viennent à des réunions poussés par un intérêt collectif ou un intérêt général, vous vous mettez le doigt dans l'œil, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Si les gens sont réellement concernés par une question, ils vont venir défendre un intérêt individuel, particulier. Je vous dis ça parce que si vous organisez vos réunions sans passer par cette case de l'émergence de l'intérêt individuel, vous n'êtes pas dans une démarche participative. Vous jouez de la flûte, de la corde, mais vous n'êtes pas dans une démarche participative. Ça n'est pas vrai. La démarche participative nécessite de passer par la case individuelle. Voilà. Et tout le process consiste à passer de l'intérêt individuel à des intérêts collectifs que nous allons ensuite hiérarchiser, prioriser, et sur lesquels nous allons nous mettre en chemin, en route, en termes de résolution. Des exemples. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par traiter la question de l'aménagement des rythmes scolaires. Ça vous dit quelque chose? Voilà, donc on a fait 4-5 réunions avec, à chaque fois, entre 30 et 50 parents qui sont venus. Et on a mis autour de la table parents, élus et enseignants. Ça n'a pas toujours été très rigolo.
Et on a du coup, on a mis en place notre projet d'aménagement des rythmes scolaires. Il y en a eu tellement, il faudrait que je refasse le point. On a fait un compost collectif, on a éteint les lumières la nuit. Des gens ont vu le loup depuis, dans le village. Recrudescence de l'indélinquance, machin. Vous venez à Saillant, vous allez voir, c'est drôle, quand vous vous rendez pas compte là, mais c'est... Voilà. Enfin, ça fait ressurgir des trucs. La nuit, il y a quelque chose autour de la nuit. Ça fait vraiment ressurgir des trucs incroyables dans le village. Donc le loup, ça fait ressurgir des mâles blancs dominants. Non, pas la nuit. Enfin, si aussi peut-être, mais pour... Qu'est-ce qu'on a fait? On a repensé le sens de circulation, on a redéfini les places de parking, on a traité des problèmes de crotte de chien. Le problème de la crotte de chien est un problème éminemment politique. Si vous ne passez pas par le traitement du problème de la crotte de chien de manière participative, avec des gens qui souhaitent traiter le problème de la crotte de chien, vous n'irez jamais plus loin. Donc il faut traiter les crottes de chien de façon participative, puisque c'est une question éminemment politique. Voilà. Donc nous avons traité les problèmes de crottes de chien aussi. Crottes de chien en bord de Drôme, même pour être plus précis, que nous avons partiellement résolus. Voilà, et nous sommes aujourd'hui, je ne peux pas vous énumérer tous les projets, mais on est en train de traiter aujourd'hui le PLU, donc le plan local d'urbanisme, de manière participative. Vous voyez, donc on a réussi à traiter des problèmes de crottes de chien et on va jusqu'à des projets très très politiques, même si je ne veux pas mettre de hiérarchie, mais quand même, le plan local d'urbanisme de façon participative, on est en plein dedans. Voilà tout ce qui est traité. On en a une vingtaine de projets d'habitants à peu près qui ont été accompagnés. Vous me dites en 2 ans, 20 projets, tu nous as dit 7 x 3, 21 x 2, 42, qu'est-ce que vous vous foutez? Voilà. On fait ce qu'on peut. Mais je pense qu'on en a à peu près une vingtaine, entre 20 et 25 projets d'habitants qui ont été accompagnés. Tac. Conseil des sages, rapidement. Après, on aura plein de temps pour vos questions, puis on se donnera 1 heure de fin. Conseil des sages, le rôle du Conseil des sages, 4 missions principales. Première mission, c'est une cellule de veille. On est 12 et on va dans les différentes instances participatives et on regarde ce qui se passe. Et on pointe du doigt lorsqu'on estime qu'il y a une dérive ou une difficulté, un dysfonctionnement sur les questions de la participation. On est dans une veille bienveillante et constructive. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir les élus ensuite derrière en disant que c'est des branques et que nana. On va les voir derrière en disant on a repéré ça, réfléchissons ensemble à de nouvelles méthodes ou à des outils pour répondre à ces dysfonctionnements qu'on a observés. Donc ça, c'est la veille, première chose. Deuxième chose, on anime tout un collectif d'animateurs. Donc tout ce process-là fonctionne parce qu'on a une vingtaine d'animateurs volontaires. Dans les 20 animateurs volontaires, aucun n'avait fait d'animation avant dans leur vie. Céline ne fait pas d'animation. Céline est notre amie commune, elle est facilitatrice. On dit facilitateur aussi pour animateur. Et elle n'anime pas des trucs chez nous. Voilà. Donc tous les gens, les 20 personnes qui sont là sont des gens qui n'avaient jamais animé de réunion publique avant. Donc on fait ça. La troisième chose qu'on fait, et qu'on vient de finir, et qu'on va refaire, on fait une évaluation du process. Donc j'arrête pas de dire process, c'est naze. Une évaluation de tout le process. Et on s'appuie sur on a été aidé par un chercheur, Clément Mabi, qui nous a aidé à élaborer un questionnaire et on fait du porte-à-porte. On a fait plus de 240 porte-à-porte, entretiens individuels avec des gens, où essentiellement ça tourne autour de quelles informations ils ont sur le fonctionnement de la municipalité et ce qu'ils en pensent. Et ce que ça a changé dans leur quotidien. Donc on a quand même 250 personnes qui ont répondu à ça. C'est pas mal sur 1200. On n'est plus vraiment 1200, on est 1300. Il y a 100 personnes qui sont venues s'installer dans l'année qui vient de passer. Si vous voulez venir vous installer à Saillant, c'est mort. Faut attendre qu'il y ait un décès ou un truc. Les gens ne partent pas. Hein? Vous êtes en train de faire le plus. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais après il reste les zones inondables ou les... Ouais. Il y a encore des gens qui arrivent assez... j'en étais au 4e, c'est ça, merci. Vous avez vu qu'à chaque fois je me paume. Donc le 3e, c'était l'évaluation. Et le 4e, c'est ça là. C'est l'essaimage. Je dirais pas vraiment l'essaimage, je dirais la pandémie.
qui est recherché. Voilà. Donc, voilà ce que je vous ai dit. Hein, j'ai juste ce petit objectif, moi, d'avoir 36 000 listes participatives en 2020. Voilà.